le peuple des livres, car nous en véhiculons de nombreux. La mitzvah de l'étude de la Torah est au cœur de la vie de l'homme juif dans la vie quotidienne. Matin et soir, l'homme juif dit Veshinantam levanecha dans le Shema Israël, Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants une tradition mipi hashmoa, une tradition immémoriale qu'on fait remonter au Sinaï, nous dit que les enfants, ce sont les élèves, et par conséquent, chaque juif a l'obligation d'enseigner à ses enfants biologiques et à tous ceux à qui il peut enseigner quelque chose. Mais c'est encore plus fort que ça, parce que toujours dans la prière du matin, nous énonçons une Mishnah dans laquelle sont rapportées un certain nombre de préoccupations essentielles de la vie sociale, la PA, etc. Bon, peu importe. Mais en définitive, on nous dit Talmud Torah Keneget Kulam. L'étude de la Torah pèse le même poids que toutes les autres mitzvot, fait face aux autres mitzvot. C'est dire la part essentielle, le rôle essentiel de l'étude et de l'enseignement qu'on trouve dans la vie juive. Alors, le vanecha, comme je vous disais, ça veut dire les élèves, comme par exemple dans l'expression Bnei Neviim. On dit l'expression Bnei Neviim. Les enfants des prophètes ne désignent pas leurs enfants, mais désignent ceux qui étaient leurs followers, comme on dit aujourd'hui dans certains réseaux. Bon. Alors, ceci étant rappelé, je voudrais vous proposer que nous regardions un certain nombre d'enseignements chez le Rambam, chez Maïmonide, 12e siècle, je rappelle ça très vite, mais vous savez ça vraisemblablement, pardon, 12e siècle, le Rambam a fait une compilation des lois de l'ensemble de la Torah Sheba'al Peh, de l'ensemble de la tradition orale. C'est la première grande compilation organisée. Avant cela, il y avait 2 compilations que je vous ai déjà citées dans le passé, je crois. C'est la Sheilta, qui était faite à Alexandrie et qui était une liste de mitzvot. Et puis plus tard, quand même au 9e siècle, le Rif, Rabbeinu Alfasi, a expurgé dans le Talmud tout ce qui n'était pas halachique, tout ce qui n'était pas des règles d'application immédiate, je dirais du droit positif, expurgé de l'environnement de discussion, qui vient à l'esprit, c'est de dire, bon, ben, Hilchot Talmud Torah, on n'entend plus, Charles. On ne t'entend plus, Charles. on ne m'entend plus. Non. Non? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, oui, mais pendant 30 secondes, on t'a perdu. Je ne sais plus, mais je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas très grave. Bon, alors je reprends donc, je disais que une question qui vient à l'esprit, c'est que l'obligation d'étude de la Torah ne semble pas une obligation de l'éducation en général, c'est-à-dire de la culture en général, de nombreuses disciplines. Il faut se rappeler pour ça que la Torah couvre l'ensemble des activités
de la vie de l'homme en famille, de la vie de l'homme en société, de la société, de l'organisation politique. La Torah, c'est une attitude réflexive sur la vie, sur l'histoire, sur les hommes, sur l'ensemble des activités qui caractérisent la vie en société. Donc, l'étude de la Torah oblige à des digressions dans des domaines qui sont de la médecine vétérinaire quand on parle de la shrita, du droit économique quand on parle de dîner mamonot, etc., etc. Donc, je crois que c'était utile de rappeler cela. Alors, le filigrane de cette obligation d'étudier, c'est de dire que l'homme juif, caractérisé par l'étude, a une obligation, c'est d'être un intellectuel. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, il doit avoir une attitude réflexive. Il doit étudier et il doit faire part de son étude à ses enfants, à son environnement, on va voir dans quelles conditions. Voilà, après cette petite introduction, on va plonger dans le texte. Vous êtes avec moi, je vois que Marc a marqué d'un petit point rouge le début du texte. Alors, on ne regarde pas les commentaires. Je rappelle, à droite et à gauche, c'est Kesef Mishneh, c'est le commentaire de l'auteur du Shulchan Aruch. Alors, Nashim, les femmes, Ve'avadim, et les esclaves. Il faut savoir qu'un esclave, c'est plus un salarié, c'est-à-dire quelqu'un qui a aliéné sa capacité ouvrière pour rembourser une dette, par exemple. Donc, les femmes et les avadim, on traduit par esclaves, mais avec la restriction que je viens de formuler. Ktanim, les enfants mineurs. Pturim, mitalmud Torah, sont exonérés de l'étude de la Torah. Alors, pourquoi les femmes sont-elles exonérées du Talmud Torah et pourquoi les esclaves et pourquoi les mineurs? Les femmes ne sont pas, il faut rappeler qu'il n'y a aucune interdiction pour les femmes d'étudier. La femme n'a aucune interdiction d'étudier. Elle en est simplement dispensée comme une obligation liée au cours du temps, liée à l'horaire, liée à l'horloge. Pourquoi? Eh bien, parce que très simplement, on pense qu'elle peut avoir des tâches qui l'occupent, qui la préoccupent, par exemple s'occuper de ses enfants. Elle est donc dispensée, mais elle a parfaitement le droit d'étudier. Et à cet égard, je veux rappeler qu'aujourd'hui en Israël, il y a de plus en plus de chugim, de groupes de femmes qui étudient également de la Gemara, ce qui n'était pas l'usage, en tout cas l'habitude. Alors, avadim, ils doivent leur temps à leur maître, donc ils sont limités dans leur liberté. Et les ktanim, bon, c'est très simple, les enfants n'ont pas l'obligation, mais c'est l'obligation des parents d'enseigner aux enfants. Bon, je continue. Aval katan, mais un enfant mineur, aviv chayav le lamdo Torah. Son père a l'obligation de lui enseigner la Torah, chez Neymar, comme il est dit, velimatem otam et benechem, vous les enseignerez à vos enfants. Pardon, je suis un peu perdu. Voilà. Le daber bam, pour en parler tout le temps. C'est le côté permanent de l'attitude intellectuelle réflexive. Mais
l'obligation d'enseigner aux enfants ne repose pas sur la femme. Chez Kol HaChayav Lilmod Chayav Lelamed, pour une raison très simple, c'est que l'obligation d'enseigner est la conséquence de l'obligation d'apprendre. Comme elle est dispensée d'apprendre, elle est dispensée d'enseigner, ce qui ne lui interdit évidemment pas d'enseigner. Alors le texte nous donne l'explication. Chez Kol HaChayav Lilmod Chayav Lelamed, c'est que quiconque a l'obligation d'étudier a l'obligation aussi d'enseigner. Je continue. Que Shem Shechayav Adam Lelamed et Beno, de même que chacun a l'obligation de donner de l'enseignement à ses enfants, car Hu Chayav Lelamed et Ben Beno. De la même manière qu'on a une obligation vis-à-vis des enfants, on a une obligation vis-à-vis des petits-enfants, Shenema, comme il est dit, Vehodatem levanecha, et tu feras connaître, oui, levanecha à ton fils, velivne vanecha, et aux enfants de ton fils, autrement de tes fils. Autrement dit, l'obligation d'enseigner est une obligation de transmission. C'est une obligation qui est d'abord directe, c'est la formation de celui à qui on enseigne, mais les enfants des enfants, c'est-à-dire les disciples des disciples, le concept porte en lui l'obligation d'assurer la transmission. Alors, je suis là. Ah, oui, voilà. כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר, voilà, je viens de dire ça. ולא בנו ובן בנו בלבד, et pas seulement son fils et son petit-fils, et la mitzvah, mais c'est une obligation. À kol chacham v'chacham Israël, à tout chacham dans le peuple juif, le lamed d'enseigner, et kol talmidim, à tous ceux qui peuvent être des élèves, afalpi she'en banav, bien qu'ils ne soient pas ses fils. Sheneema, comme il est dit dans le texte, veshinantam levanecha, et tu enseigneras à tes enfants, mipi hashmua, lamdu, banecha, eilu talmidecha. Selon la tradition, selon ce qu'on sait depuis toujours, on nous a enseigné que les enfants, ce sont les élèves, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, chez Talmidim, Kruim Banim, parce que les Talmidim, les élèves, sont appelés fils, chez Nema, Vayetzu Bnei Anviim, c'est la citation que je vous faisais en introduction. Le texte dit les fils des prophètes, Imken, Lama Nitztava Albeno Valbeno, Albeno Valben Beno. Alors pourquoi, dans ce cas-là, si on a l'obligation d'enseigner à tout le monde, pourquoi est-il rappelé le fils et le petit-fils? Le Hagdim Beno, le Ven Beno, ou Ven Beno, le Ven Chavero, pour fixer une règle de priorité. Je dois à mes enfants avant de devoir à mes petits-enfants, et je dois à mes petits-enfants avant l'obligation de quelqu'un d'étranger. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Chayav, on a l'obligation. L'iskror, melamed, livno, le lamdo. On a l'obligation d'engager et de payer un salaire à un maître pour son fils, pour qu'il le lamdo, pour qu'il le forme. Ve'eno chayav, il n'a pas l'obligation, le lamed ben chavero et la bechinam. Et il a l'obligation vis-à-vis de son petit-fils seulement gratuitement. C'est-à-dire que j'ai l'obligation de payer des maîtres de me
de faire le maximum, même économiquement, pour mon fils, je n'ai l'obligation d'enseigner ou de veiller à l'enseignement de mes petits-fils que si ça ne me coûte rien. אלא לתלמידי התלמידים, קרויים חייב לזכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינם. מי שלא למדו אביו, חייב ללמד את עצמו. Et quelqu'un qui n'a pas reçu d'enseignement de son père dans sa famille, eh bien, il a l'obligation de se procurer à lui-même de l'étude, que chez Yakir, quand il prend connaissance, chez Neymar, Velimatem otam, vous les enseignerez, Ushmartem la sotam, et vous les garderez pour les faire. Donc, comme j'ai l'obligation de faire, j'ai l'obligation d'étudier pour savoir comment faire. Faire, c'est faire des mitzvot, et faire, c'est agir dans la vie et dans tous les domaines de la vie. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, et ainsi on trouve partout cette remarque fondamentale que l'étude précède, mais à la priorité sur l'action. Mipne, pourquoi? Parce que Talmud Mevi l'idée maaseh, c'est l'étude qui conduit à l'action, et l'action ne conduit pas à l'étude. C'est-à-dire que l'attitude réflexive conduit à déterminer ce qui doit être le comportement. Bon, maintenant, יש לו בן, ללמוד תורה וקודם לבנות העולם. Alors, on va un peu inverser. On va passer Marc, si tu veux bien passer au deuxième feuillet, parce que le deuxième feuillet développe le concept de l'école. Moshivim, on installe Melamde Tinokot, des enseignants, je dirais des instituteurs ou des professeurs, Bechol Medina Umdina, ou Bechol Pelach ou Pelach, ou Bechol Ir Va'ir. Alors, dans chaque agglomération, que ce soit une petite ville, Medina veut dire ville, veut dire grande ville. En hébreu moderne, on utilise le mot pour dire le pays, mais Medina, c'est plutôt une grande ville, une capitale. Ensuite, on dit Bechol Pelach va Pelach, alors ça, ce sont des villes régionales, ou Bechol Ir va Ir, et dans toute ville, c'est-à-dire en fait dans toute agglomération. Autrement dit, il n'y a pas de regroupement de population sans qu'il y ait l'obligation, je dis bien l'obligation, d'instaurer un enseignement, c'est-à-dire une école. Ve'ein ir, v'chol ir, she'ein ba tinokot shel beit rabban, et toute ville qui n'a pas des gosses qui étudient, des élèves qui étudient chez leur maître, Macharimim et Anshe Ha'ir, on met, alors, qu'est-ce que c'est que le Cherem? C'est une sorte d'excommunication, je dirais, pas entrer là-dedans, je pouvais un jour parler de ça, il y a une étude très intéressante sur ce qu'est le Cherem, sur ce qu'est, disons, une sorte d'excommunication. On exclut les gens de la vie sociale si ils n'installent pas une école. Machnisim, Tinokot, lo Machrimim et Anshe Ha'ir, on exclut les gens de la vie sociale, Ad Shemoshivim
Melamdet Tinokot, jusqu'à ce qu'on installe une école, juste dans une des maîtres. Veimlo Hoshivu, et s'ils ne l'ont pas fait, Macharimim et Aïr, c'est la ville tout entière que l'on garde à l'écart de la vie sociale. Pourquoi? C'est extraordinaire ça. L'interdiction d'une localité sans école, c'est pas permis, c'est pas juif. On ne peut pas avoir une vie juive dans un endroit où il n'y a pas d'école. C'est tout à fait caractéristique. Alors, She'en haolam mitkayem, pour la vraie raison, c'est que le monde ne peut subsister, et là seulement, behevel piem shel tinokot shel beit rabban, par le hevel, par le souffle, disons le souffle des enfants, qui sort de la bouche des enfants quand ils sont en train d'étudier. Alors, Machnissim est à Tinokot, on installe les enfants, le Hitlamed pour être enseigné, pour recevoir l'enseignement. Keben Sheish, Keben Sheva, à 6 ou 7 ans, le fit Koach Haben ou Binyan Gufo, selon ses aptitudes à la fois physiques et intellectuelles, c'est vers 6-7 ans. Ou Pachot mi Ben Sheish, et un enfant qui a moins de 6 ans, un Machnissim Oto, on ne l'oblige pas, on ne l'emmène pas à l'école. Et alors là, une chose qui n'est plus à la mode, mais qui est intéressante, Make Oto Hamelamed, l'enseignant a le droit de le frapper, pour que l'enfant ait la crainte de son maître. La crainte, il s'agit évidemment de la crainte révérencieuse et pas de la peur. Mais il y a une limite au fait de frapper. Et le maître ne les frappe pas, makatoyev, comme une manière de frapper quelqu'un qu'on déteste, makat arzari, et un coup brutal. Arzari, c'est violent, cruel. Voilà. Donc, on peut frapper un peu les enfants pour leur faire peur, affectueusement, je dirais, pour les éduquer, mais on n'a pas le droit ni de les blesser, ni d'exagérer. Voilà. Les fichach lo yake otam bashotim velo bemaklot, c'est la raison pour laquelle on ne frappe pas les enfants avec des bâtons. Et la birtsu aktana, seulement par une petite lanière. Veyoshev, et il s'installe, umelamdan, kol hayom kulo, umiktsat, minalayla, on enseigne le jour et un peu le soir, que dès le chamchen, l'ilmod, bayom ou balayla, pour leur enseigner d'étudier le jour et la nuit. Velo yivatlu, hatinokot, klal, hut, me'arve shabbatot et yamim tovim. Et on ne laisse pas les enfants dans l'oisiveté, sinon la veille de Shabbat et la veille des folles, le sof ayamim ou yamim tovim, et aussi la veille des fêtes. Aval be Shabbat, ein korin betrila, aval shonin barishon, mais le Shabbat, ein korin batrila, aval shonim barishon, on a un enseignement un peu différent. Voilà. Alors, je passe à la phrase suivante. Non, à la suite. Ein mevatlin atinokot, afilu le binyan beit hamikdash. Et on ne permet pas aux enfants, on ne permet pas que l'on laisse les enfants dans l'oisiveté, c'est-à-dire sans action, afilu le binyan beit hamikdash, même pour la construction du beit hamikdash. C'est évidemment une image, mais c'est une image significative. L'enseignement a la priorité sur le fait de construire le Beit HaMikdash.
Voilà. Car on construit dans l'esprit. Melamed atinokot, shehu maniach atinokot, veyotse, l'enseignant qui abandonne ses élèves, veyotse, s'en va, ou shehu ose melacha achet, où il fait autre chose avec eux, ou shelo mitrashel limudan, ou qui est un peu négligent dans l'enseignement, ze berklal avur ose melechet Hashem. Celui-là, il est dans le cadre d'une sorte de malédiction. Machir les crottes, le dagdek, et là. Ou mi she'en lo isha. Non, c'est ça, oui, quelqu'un de célibataire. Lo yilmad tinokot, ne sera pas enseignant. Mitne imotehem habaot etzel bnehem, à cause des mères de famille qui viennent qui viennent accompagner leurs enfants. Le cholisha, lo tilmad tinokot, et de la même manière, une femme n'enseignera pas aux enfants à cause des pères qui viennent voir leurs enfants. Voilà. Alors, ensuite, il y a une règle qui est vraiment très intéressante. Esrim de Chamisha Tinokot, lomdim etzel melamed echad. Chaque classe ne peut avoir que 25 enfants. Je crois que ce chiffre de 25 élèves par classe est actuellement considéré comme étant effectivement un chiffre tout à fait conforme aux règles de la pédagogie. Je suis perdu. Voilà, c'est ça. Esrim v'chamisha tinokot lamdim etzel melamed echad hayu yoter al esrim v'chamisha, s'il y a plus de 25 élèves, ad arbaïm, jusqu'à 40, on lui donne un assistant, le sayo de l'imudam pour l'aider. Hayu yoter al arbaïm, et s'il y a plus de 40, ma'amidim lahem shnei melamdei tinokot, on partage en deux classes avec deux professeurs. Bon. Alors, je voudrais rappeler, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais dans le commentaire sur l'obligation de créer une école dans chaque ville, obligation majeure qui fait que la ville est exclue de la vie sociale générale. Il y a une autre règle, une autre halakha que je trouve quant à moi magnifique, c'est qu'il est interdit à un juif de vivre dans une agglomération où il n'y a pas d'école, même s'il n'a pas d'enfant. Même si on n'a pas d'enfant, on ne doit pas s'installer dans une ville où il n'y a pas d'école. Parce qu'une ville où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas un enseignement, où on ne prend pas soin de la transmission, de l'enseignement, de la culture, de l'éducation, ce n'est pas une ville fréquentable pour un homme juif qui respecte la Torah et le mitzvot. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à un autre sujet qui est le 3e chapitre. Là, dans ce 3e chapitre, il s'agit plus je dirais, de considérations à la fois religieuses, spirituelles. C'est une réflexion quand même sur le contenu de l'étude. Vous êtes avec moi? Merci Marc d'avoir marqué l'emplacement. Beshlosha Ktarim Nichteru Israël. Par 3 couronnes ont été couronnées le peuple juif. Alors une couronne, qu'est-ce que c'est? C'est une marque distinctive, mais pas n'importe quelle marque distinctive. C'est une distinction particulièrement valorisante. On m'entend toujours? Ça va?
Oui, oui, pas de problème. D'accord. Alors, quelles sont ces trois couronnes? Keter Torah, la couronne de la Torah. Keter Kehuna, la couronne de la prêtrise. Le Keter Malchut et la couronne de la royauté. Trois mots d'explication sur chacune de ces couronnes. Keter Torah, c'est le fait que notre responsabilité dans la greffe de la Torah dans l'histoire humaine, dans la mise en œuvre de la volonté du Créateur dans l'histoire humaine, c'est notre signe distinctif le plus important. Keter Torah, la couronne de la Torah, et je crois que malheureusement, les Juifs, nous ne sommes pas assez fiers de cette Torah que nous avons apportée au monde et qui est effectivement une raison de glorifier la Torah en même temps qu'elle nous honore comme étant ses dépositaires et responsables de sa diffusion. Il faut rappeler à cet égard quand même que l'essentiel de l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement le monde chrétien, c'est-à-dire la civilisation occidentale, non seulement le monde de l'islam, mais également les pays de l'Orient, de l'Asie, se réclament aujourd'hui de valeurs et de principes qui sont directement issus de la Torah. Cette Torah, elle éclaire le monde. Nous ne le répétons pas suffisamment. Nous parlons beaucoup trop, par exemple, de nos persécutions. Enfin, je ne m'en voudrais pas de faire part d'un petit sentiment personnel selon lequel nous parlons beaucoup trop de la Shoah, par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'oublier, mais il ne faut pas en parler tout le temps, ne serait-ce que parce qu'on agace tout le monde. Mais nous devons, en revanche, rappeler autour de nous, rappeler au monde ce que nous avons apporté et qui est vraiment notre couronne, la couronne de la Torah. Des milliards d'êtres humains se réclament des valeurs de cette Torah que nous avons diffusée. À part Keter Torah, il y a Keter Kehuna, la prêtrise. Alors la prêtrise, elle nous est plus spécifique, elle ne fonctionne que dans le Beit HaMikdash et elle est d'une manière exceptionnelle, décrite d'ailleurs dans les parchiotes des semaines qui vont venir dans le livre de Vayikra, dans les mois qui vont venir plutôt. Eh bien, c'est la Kehuna, c'est une couronne parce que c'est la gestion en psychologie des hommes, c'est la gestion de leur responsabilité, de leur culpabilité, de leur pureté, un certain nombre de dimensions qui nous sont spécifiques et qui constituent aussi une deuxième couronne. Quant à la troisième, la Malchut, la royauté, eh bien ici, si vous avez assisté à nos réunions antérieures concernant la royauté, vous avez, j'espère, gardé cette idée que la royauté a deux aspects. Un aspect, je dirais, organique, c'est le pouvoir exécutif qui fonctionne comme dans n'importe quelle famille humaine, mais en même temps, la royauté, c'est l'institution qui porte la messianité, c'est-à-dire l'espoir universel, c'est-à-dire le progrès humain, c'est-à-dire le fait de conduire la société vers ce qui s'appelle l'époque messianique et qui, sous des formes variées, constitue quand même l'espoir de l'humanité. Voilà ce que sont ces trois couronnes et je continue ce texte. Alors, Ketakuna, שנאמר והיית לו לזרעו אחרי ברית כהונה עולם, כתר מלכות זכה בו דוד, alors כתר תורה, כתר כהונה c'est le frère de Moshe Rabbeinu, et Keter Malchut
c'est David, on sait ça. Keter Torah, Hare Munach, Ve'omed, Umukhan, L'Chol Israël. Keter Torah n'appartient pas à une famille ou à une dynastie en particulier. Mukhan, L'Chol Israël. Ça concerne l'ensemble du peuple juif. Chez Nema, comme on dit, et d'ailleurs c'est l'un des premiers versets qu'on enseigne aux enfants, Torah tziva lanu Moshe, la Torah Moshe Rabbeinu nous l'a enseigné, Morasha, c'est l'héritage Kehilat Yaakov de l'assemblée de Jacob. Kolmi, chez Yirtse, quiconque veut, Yavo Veyitol, qu'il vienne et qu'il appréhende. Shema, peut-être, Thomas, tu diras, chez Otam Aktarim Gedolim Miketa Torah, peut-être que tu as pensé que ces couronnes sont plus grandes que la couronne de la Torah, Are ou Omer, qui Melachim Yamluchu, le Rosnim Yechokuku, Sedek, Di, Sarim Yishoku. Donc, là, il nous cite un verset que je ne vais pas commenter, je passe dessus, pour expliquer que la couronne de la Torah est la plus importante. Halamadta, ainsi tu as appris, chez Keter Torah, Gadol Mishnehem, que la couronne de la Torah est plus importante que les deux autres. Alors, je continue. Amrou Chachamim, nos maîtres ont enseigné. Mamzer Talmid Chacham, Kodem le Kohen Gadol Amaharet. Le Kohen Gadol ignorant, Amaharet, ça veut dire ignorant, est moins important qu'un mamzer, c'est-à-dire un enfant illégitime, mais qui est un Talmid Chacham. C'est-à-dire que la fonction héréditaire est moins importante que la fonction du savoir, de la connaissance et de l'aptitude à la répandre. Mamzer Talmid Chacham, Kodem le Kohen Gadol. Le Mamzer Talmid Chacham a la priorité sur le Kohen Gadol Amaharetz, chez Nema, Yikrahim Mipninim, Yikarehu Mipninim, c'est la référence scripturaire, Mi Kohen Gadol, Shenichnas, Lifne Velifnim. Kohen Gadol, c'est celui qui pénètre Lifnai Velifnim à l'intérieur du Beit HaMikdash. Ein lecha mitzvah, tu n'as pas de mitzvah plus importante, de chol ha-mitzvot kulan, de toutes les mitzvot, shehu shekula, qui pèse que Neged Talmud Torah, qui pèse autant que l'étude de la Torah. Et là, Talmud Torah, l'enseignement de la Torah, que Neged Kol HaMitzvot Kulan, Talmud Mevi l'idée maaseh. Pourquoi? Parce que l'étude Mevi l'idée à maaseh, l'étude conduit à la bonne conduite, à la conduite, mais sous-entendez la bonne conduite. Le Fichach, à Talmud, Kodem le maaseh b'chol makom. C'est la raison pour laquelle l'étude est prioritaire sur la pratique de toute mitzvah, sur la pratique de b'chol makom en tout temps. Haya le fanav asiyat mitzvah de Talmud Torah, s'il a devant lui la possibilité de faire une mitzvah et d'étudier la Torah, im efshar, la mitzvah, s'il est possible, la mitzvah la sot al-yedei acherim, si on peut faire la mitzvah par quelqu'un d'autre, lo yafsik talmudo, on n'interrompt pas l'étude. Veim lo ya'aseh ha-mitzvah, yachzor le talmudo. Et si ce n'est pas comme ça, il fait la mitzvah et il revient à l'étude. Techilat dino shel adam,
avant qu'un homme ne soit jugé. Eino nidon, ela ala Talmud, v'achar kach al shar ma'asav. L'homme est d'abord jugé sur son étude et ensuite il est jugé sur ses actions. Le fichach amru chachamim, c'est pourquoi nos maîtres ont enseigné le olam à tout jamais. Yasok adam batorah, l'homme doit étudier la Torah, s'occuper de la Torah. Ben lishma, ben shelo lishma, qu'il le fasse dans un bon esprit, c'est-à-dire dans le but de l'étude en tant que mitzvah elle-même, ou pour toute autre raison, par exemple la curiosité intellectuelle, chez Victor, chez l'Olishma, parce que même dans ce cas-là, s'il étudie pour une raison qui n'est pas la raison la plus valable, c'est-à-dire la mitzvah d'étudier, mais pour la vanité personnelle, ou bien, par la curiosité intellectuelle, eh bien, c'est pas grave, il faut qu'il continue parce qu'il finira par étudier l'Ishma, par comprendre la véritable raison. Mi shen nasulibo, quiconque qui a le cœur porté à l'accomplissement de cette mitzvah, il est couronné de Keter Torah. Il porte la couronne de la Torah. Lo yasir dato et dvarim acherim. Il ne dévoiera pas son esprit à d'autres choses. De lo yasim al libo, et il n'adoptera pas dans son cœur Tikane Torah im haosher v'akavod ka'achad. Qu'il obtiendra le bonheur et le kavod et les honneurs en même temps. Kach hidalka shel Torah, ça c'est la véritable voie de la Torah, pas de mélac, du pain et du sel, tu mangeras, ou maïm de meshura, tishte, tu bois, voilà, par terre, etc. Ça, c'est une conception qui n'est pas la halakha, d'après ce que j'ai compris en lisant les commentaires. On n'a pas l'obligation. Celui qui va être revêtu du Keter Torah n'est pas quelqu'un nécessairement qui doit vivre dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas une gloire. Alors, qu'est-ce qu'on va encore? Quelle heure est-il? Encore. Je vais tourner. Ah oui. On retourne à la première page, le Perek Rishon, tout à la fin, une idée très, très intéressante. Voilà, à la fin, la halakha Yud Aleph. Voilà. Chayav le shalesh et zman le midato. Il doit partager son temps d'étude, shlish la Torah shebirtav, un tiers dans la Torah écrite, shlish la Torah shebalpeh, un tiers dans la Torah shebalpeh, c'est-à-dire fondamentalement la Mishnah, le shlish, alors ça c'est très important, et un troisième tiers, yavin, il doit comprendre, et yaskil, il doit scruter avec intelligence, acharit devar mereshito. Il doit, le haskil, acharit davar mereshito, c'est réfléchir aux conséquences. C'est réfléchir aux conséquences de chaque acte ou de chaque pensée, c'est introduire la rationalité. Ça, c'est Shelish, Yavin, Veyaskil, Acharit, Davar, Mereshito, Veyotse, Davar, Midavar.
et il déduit, il sort un propos d'un autre propos ou une chose d'une autre chose, Vayidme, davar le davar, et il fait la comparaison d'une chose à une autre chose, Veyavin bemidot shatora nidrashet bahem, at sheyeda heyach hu ikar. Et c'est vraiment très important, c'est très important cette formulation, et il comprendra alors Bemidot shatora nidrashet bahem. Alors, ce qu'on appelle midot shatora nidrashet bahem, ce sont les 13 figures de rhétorique de la logique formelle de l'enseignement juif. Nous avons, comme les Grecs, et tout le monde, nous sommes produits de l'école de la République, et nous connaissons la rhétorique grecque, le syllogisme, le raisonnement par comparaison, etc., etc. Bon, nous connaissons ces figures de rhétorique. L'enseignement de la Torah repose aussi sur Shlosha Esre Midot Shatorah Nidrashet Bahem. Et ils sont une braïta qui fait partie aussi d'un texte de la vie quotidienne. Donc, qu'est-ce que vient nous dire le Rambam ici? Je tenais beaucoup à terminer par cela. C'est qu'il y a une partie d'études, il y a une partie d'études de la Torah chez l'Irtav, c'est-à-dire chez Enyotse Yodé Pshuto, c'est-à-dire d'abord le sens simple, le sens simple. Bon. Deuxièmement, la Torah chez Balpé, tout l'enseignement, toute la tradition orale qui accompagne le texte écrit, et ensuite le pilpul, c'est-à-dire vraiment la réflexion, et la réflexion fondée sur la logique formelle, qui n'est pas n'importe quelle réflexion. La logique formelle, c'est pas toujours la logique des brillants intellectuels juifs que nous avons en ce moment dans le monde, qui disent des choses passionnantes, je suis le premier à les trouver passionnantes, mais qui ne sont pas toujours inspirés de la logique formelle, qui est celle de l'enseignement de nos maîtres. Voilà. Donc, si je résume un peu mon propos, voilà, je crois que c'est 45 minutes qui est prévu, donc je suis à peu près dans les temps. C'est que nous avons une caractéristique extraordinaire. Nous sommes le peuple qui porte non seulement les idées de progrès, les idées de justice, mais nous portons aussi la réflexion. Nous avons le devoir d'étudier et de réfléchir à tout ce que nous faisons, parce que c'est cette réflexion qui conduit à améliorer notre comportement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suis prêt à y répondre. Vous pouvez mettre votre micro, rallumer votre micro. Voilà. Alors, je vais poser. Bonsoir Charles. D'abord, je m'excuse pour le retard. Et alors, je vais me rattraper en posant la première question pour changer. Tu apporteras désormais un petit mot d'excuse. Validé. J'ai retenu quelque chose que tu as dit. C'est que, d'abord, il y a deux choses il y a deux questions. La première, c'est que tu dis qu'il faut qu'il y ait une école. Ça voudrait dire que l'apprentissage en groupe serait l'apprentissage privilégié par rapport à un apprentissage individualisé. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, qui est une réflexion plus qu'une question, d'habitude, on dit Naase Venishma. Tu feras pour comprendre. Là, on dit tu étudies. Non, pardon, tu fais. Non, pardon, tu étudies et c'est parce que tu étudies que tu vas être dans l'action. Alors, c'est certainement complémentaire, mais voilà, donc c'était une question et une réflexion. Je vais te répondre. D'abord, la réflexion sur Naase Venishma. D'abord, Naase Venishma, il y a de nombreux commentateurs
qui considère que Naaseh Venishma, ça n'est pas chronologique, mais que c'est simultané. C'est-à-dire, tu fais et tu comprends. Tu comprends en faisant. Et tu comprends en faisant et tu fais en comprenant. C'est-à-dire, voilà, ça c'est une manière qui personnellement me convient. Mais même si on considère la formulation Naaseh Venishma, faisons, et ça n'est pas le contraire du principe selon lequel l'étude est destinée à améliorer le comportement. Naaseh Venishma, on enseigne aux enfants, on enseigne aux gens qui ne savent pas comment ils doivent se conduire. Ça ne veut pas dire que dans la vie quotidienne, il faille privilégier la compréhension à l'application d'une mitzvah. Voilà. Ce n'est pas incompatible, ça se situe sur deux registres qui sont différents l'un de l'autre. En tout cas, le fait que l'étude conduit à l'action, à la bonne action, que la réflexion est primordiale pour définir un comportement entre les balises que la Torah nous impose, je crois que c'est quelque chose d'assez réaliste. Voilà. Alors maintenant, ta première, ça c'était la deuxième question. La première, c'était… C'était quand on lit ce texte, est-ce qu'on doit privilégier l'enseignement, on va dire, public, entre guillemets, plutôt que l'enseignement comme on le faisait avant, alors, tout seul? On a l'obligation d'enseigner, ça c'est une obligation individuelle. Tu as l'obligation de prendre un maître pour tes enfants et pour tes petits-enfants et faire ce qu'il faut pour développer, mais c'est une obligation de la ville, c'est-à-dire Tové Haïr, les gestionnaires de la municipalité ont l'obligation d'avoir un lieu d'enseignement. Voilà. Merci. Autre question? C'était passionnant. Tu as une question? Non? Personne? Super. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci Charles. Le prochain cours, c'est dans 15 jours. Voilà, on se retrouve dans 15 jours sur ce même lien pour le prochain cours de Charles, que je remercie par avance pour ce qu'il va encore préparer pour nous. Merci Charles. Merci à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.